Salut à tous et bienvenue pour ce 44e numéro des infos dont on parle peu. Je suis content de vous retrouver cette semaine après ma petite escapade parisienne la semaine dernière. Vous avez certainement vu les vidéos que j'ai postées sur internet, sur mon site internet info-libre.fr. Alors vous avez vu que j'étais entre autres au Palais de Justice de Paris. J'ai vu le face-à-face entre la LDJ et les fans de Dieudo. Alors j'aimerais y revenir en guise d'introduction. Non pas pour remettre de l'huile sur le feu, mais simplement pour parler de la couverture médiatique de cet événement, puisque comme vous avez vu, ma vidéo et celle du Cercle des Volontaires a été vue par des milliers de personnes, donc ça fait un maximum de buzz. Par contre, dans les mainstream médias, on n'en a pas du tout parlé, on n'a vu aucune image. Alors il faut quand même que vous sachiez que iTélé, BFM, l'AFP étaient là, étaient bien au Palais de Justice de Paris. Ils étaient à côté, à la 17e chambre pour couvrir le procès de Vards Vikernes, mais ils ont tout vu de ce qui s'est passé. iTélé a même pris des images, mais n'a pas diffusé. Donc voilà, la couverture médiatique encore une fois désastreuse. L'AFP a fait juste un petit encart en disant qu'il y a eu un face-à-face entre les fans de Dieudonné et des hommes cagoulés. Le Figaro lui a reporté qu'il y a eu une bagarre générale dans le Palais de Justice de Paris, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'on a été séparés par la police. Il n'y a eu aucune bagarre, d'accord? Donc voilà en ce qui concerne les médias. Alors bien évidemment, je sais très bien que les médias de masse ont des choses beaucoup plus importantes à couvrir. Regardez. Retour en Grande-Bretagne où l'on assiste à une invasion d'araignées venimeuses. C'est le réchauffement climatique qui en est responsable. Des animaux microscopiques mais dont les piqûres sont redoutables. On les appelle les fausses veuves noires. Leur prolifération sème la panique à Londres et dans le nord du pays. Nabila Tabouri. Quelques millimètres de long, un dos en forme de crâne, des pattes oranges, mais surtout un nom qui fait froid dans le dos. Voici la fausse veuve noire, une araignée qui sème la terreur en Grande-Bretagne. Cet adolescent est l'une de ses récentes victimes. Vous avez vu, les araignées en Angleterre, ça c'est important. Comme dirait Coluche. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre alors. Mais enfin bon, voilà, ça c'est France 2 tout craché. Alors j'aurais pu vous passer aussi d'autres extraits. Vous voulez voir d'autres extraits du même journal de France 2? Regardez. Aujourd'hui, on s'intéresse à la choucroute et c'est vraiment un plat de saison puisqu'on est en pleine récolte des choux. Reportage en Alsace, Camille Pontieux, Odile Barthélémy. Coup de feu au fourneau pour Edith Gerst et sa belle-mère. Comme toute cuisinière alsacienne qui se respecte, elle fête le début de la saison du chou en préparant une bonne choucroute. Alors voilà la base de la choucroute, c'est le chou. Je l'ai acheté ce matin dans la boucherie du village. C'est un chou frais mais qui a fermenté pendant quelques semaines. Pour préparer vous aussi une choucroute traditionnelle alsacienne, il vous faudra donc au moins 3 belles pièces de viande, du chou cru fermenté, du vin blanc d'Alsace, un oignon et quelques épices. Je mets un petit peu de vin blanc au fond de ma cocotte. Je rajoute la moitié de la choucroute. Un morceau de porc salé, du lard fumé pour le goût et du lard frais, un peu de baie de genièvre et de cumin. Recouvrez ensuite du reste de chou arrosé de vin. Puis mettre sur le feu 35 à 40 minutes. Attendez, excusez-moi, mais je suis en train de noter la recette de la choucroute alsacienne. Ça me paraît vraiment hyper important, quoi. Je veux dire, pour que France 2 en fasse un reportage au 13h, c'est vachement important. Alors attendez, vous avez bien noté? Quand même, j'aimerais que France 2 fasse un effort, au moins qu'ils fassent le travail correctement, qu'ils nous disent quelle proportion de choucroute et quelle proportion de viande il faut, s'il vous plaît, des saucisses et des pommes de terre, quand même, faites le boulot correctement. Bon, encore une petite vidéo en guise d'intro et on en terminera là. Regardez par exemple ce qu'a dit Pujadas, ce qu'a répondu Pujadas quand on lui pose une question un petit peu embarrassante. Regardez, c'est rigolo. J'ai une question. Quand vous présentez le 20h, vous avez la sensation de dire la vérité ou pas, par exemple? Oui, la théorie du complot. Bon, alors vous avez vu la réponse de Pujadas. C'est explicite. Quand on lui demande si il a l'impression de dire la vérité, quand il donne ses informations, c'est la théorie du complot. Ça pouvait pas mieux tomber, c'est exactement ça, la théorie du complot. Je suis le complot, nous sommes le complot, bien évidemment. Alors écoutez, en guise d'introduction, encore une fois, je vais vous donner le sommaire de cette émission. Vous allez voir, c'est vachement complotiste comme truc. Donc on va parler d'économie pour cette émission. On va parler notamment des médias, encore une fois, qui vont mal, puisque apparemment France Télévisions va virer. Dommage que Pujadas soit pas dans le lot, ça aurait été sympa.
On va parler de la France. On va parler notamment du Centrafrique où les Français envisagent d'envoyer des troupes. Et on va voir pourquoi d'ailleurs. On va parler ensuite d'infos internationales. Alors comme d'habitude, on va faire un petit peu le tour. On va parler notamment du rapport de l'OMS en ce qui concerne l'uranium appauvri. Et on va parler de santé environnement. On va revenir sur le gaz de schiste et puis la malbouffe. Voilà, vous en avez l'habitude. Alors attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie économie, on va parler des médias comme promis et on commence par Libération puisque le journal Libération est passé sous la barre des 100 000 exemplaires vendus par mois. Alors bon, ça c'était pour le mois d'août de cette année, donc on peut se dire qu'au mois d'août, les gens sont en vacances et achètent moins le journal, donc c'est normal. Sauf que regardez la courbe de l'érosion des ventes du journal, on s'aperçoit que c'est vraiment continu. Donc là, on atteint un seuil assez critique pour ce journal. On continue, on va parler de France Télévisions, puisqu'on apprend que 361 postes vont être supprimés à France Télévisions. Donc ça porte d'abord sur la filiale dédiée à l'actualité africaine et les services de sous-titrage. C'est dommage que Puget Das et qu'Élise Lucet ne soient pas concernés, ça sera peut-être pour plus tard. En tout cas, le plan de départ volontaire permettra de ramener le nombre de salariés sous la barre des 10 000. Voilà. On continue et on va parler de l'exploitation humaine, puisque aujourd'hui l'atelier du monde, on va dire, est en Chine. Nos chaussures, nos t-shirts, les iPhones, tout est fait en Chine. Bon là, on est en train de se poser la question de savoir si ça va pas un petit peu bouger étant donné que les salaires chinois sont en train de grimper. Donc voilà, donc ça c'est une interview à lire sur le site atlantico.fr. Alors si je vous résume, les écarts de salaire entre nos économies matures et celles des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou les Philippines vont drastiquement diminuer d'ici 2030, d'après une analyse du cabinet d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers. D'après cet institut, l'indice du salaire nominal en Chine pourrait évoluer de 15% à 30% des salaires américains d'ici 2020. Et rien ne dit que la productivité en Chine n'augmentera pas de 7 à 10% par an pour compenser l'écart. D'autant que la Chine monte en gamme très rapidement. En outre, 30% des salaires américains en 2020 signifie qu'ils seront encore 70% inférieurs. Je note qu'en 2030, ils seront encore inférieurs de moitié. Alors les salaires des Indiens, eux, vont progresser, mais ils seront de 8% du coût américain en 2020 et de 13% en 2030, c'est-à-dire ceux de la Chine en 2000. Donc on voit bien que les salaires indiens sont à la traîne, donc ça va certainement être l'Inde qui va devenir pour un temps l'atelier du monde. Et derrière l'Inde, il y a l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Bangladesh, etc. C'est-à-dire l'équivalent de 2 autres Chines. Donc voilà, hein, pour les multinationales, ne vous faites pas de soucis, il y a encore de quoi faire, hein, il y a encore de quoi exploiter. Hein, les Philippines, le Vietnam, le Bangladesh, il y a de la main d'œuvre à prendre. On continue et on va parler du secteur bancaire européen qui va subir l'année prochaine, si on en croit une nouvelle, de nouveaux examens de santé qui risquent de dévoiler de nouvelles pertes pour l'industrie européenne du crédit. Personne ne sait avec exactitude à combien s'élèvent les pertes potentielles des banques européennes, mais le Fonds monétaire international a donné quelques indices ce mois-ci en évoquant 230 milliards d'euros de pertes éventuelles pour les seuls établissements espagnols et italiens au cours des 2 prochaines années. Donc, je cite Michel Barnier, commissaire européen chargé de la régulation financière, « Nous devons trouver une solution aujourd'hui. La prochaine crise financière ne nous attendra pas. » Moi, ça a le mérite d'être clair, hein. Il nous annonce déjà la prochaine crise financière. Enfin, celle-là, elle n'est pas encore terminée. Il y en a déjà une nouvelle qui se prépare. D'accord. Je continue. Il est probable que les actionnaires, les créanciers et les déposants les plus aisés seront mis à contribution, comme ce fut le cas lors du sauvetage du système bancaire chypriote. Mais si ces efforts se révélaient insuffisants, les gouvernements risquent de devoir, en dernier lieu, mettre eux aussi la main à la poche. Bon, alors quand c'est les gouvernements qui mettent la main à la poche, ça veut dire que c'est vous et c'est moi. Hein. Donc il n'y a pas de mystère là-dessus. On continue de parler de l'Union européenne qui elle aussi apparemment est en difficulté puisque on dit que l'Union européenne serait en cessation de paiement à la mi-novembre de cette année. Bon, la Commission européenne a demandé au Parlement européen d'approuver en urgence un versement de 2,7 milliards d'euros supplémentaires pour le budget 2013 afin d'éviter à l'Union européenne donc de se retrouver en cessation de paiement à la mi-novembre. Un bras de fer a été engagé entre les États membres et le Parlement européen sur le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020 déjà. Les députés européens ont conditionné leur approbation définitive de ce budget
pluriannuel au déblocage par les États membres d'une somme de 3,9 milliards d'euros supplémentaires pour boucler les comptes de 2013. Donc voilà, apparemment, on est en cessation de paiement, on a besoin de 2,7 milliards ou alors 3,9 milliards. Enfin bref, c'est entre les deux. En tout cas, l'Union européenne est vraiment très très mal. Un des points d'achoppement est une enveloppe de 400,5 millions d'euros au profit de l'Allemagne, de l'Autriche et de la République tchèque pour les dégâts occasionnés par les inondations de mai et juin et au profit de la Roumanie pour les dégâts causés par les incendies qui ont ravagé les forêts à l'été 2012. En raison des divergences entre les États membres et le Parlement, le vote du budget pluriannuel prévu cette semaine a été repoussé en novembre. Voilà. On continue, on va parler maintenant de la JP Morgan. On a beaucoup parlé, mais on va quand même remettre une petite couche. La banque américaine JP Morgan aurait conclu un accord avec le département américain de la justice pour payer le montant record de 13 milliards de dollars afin de mettre fin à une série de poursuites, ce qui représente 50% des bénéfices annuels de la banque quand même. Donc c'est pas étonnant de voir les comptes de la banque plonger dans le rouge avec une perte de 380 millions de dollars au troisième trimestre 2013. Entre parenthèses, l'année dernière, la JP Morgan à la même époque était en bénéfice de 5,71 milliards de dollars. Voilà, on va parler de la France maintenant. On va parler de la France maintenant et on va parler de la Centrafrique, puisque la Centrafrique est plongée dans le chaos depuis le 24 mars dernier et le renversement du président François Bozizé par une coalition de rebelles, le Séléka. Ce groupement à dominance musulmane a été officiellement dissous par son chef, Michel Djotodia, qui a été investi comme président de transition le 18 août. Depuis, le pays est livré à des chefs de bande et des mercenaires, et l'État s'est effondré. Alors on apprend d'abord qu'en juillet dernier, la France a envoyé une vingtaine de mercenaires pour protéger Michel Djotodia. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires en Centrafrique, tout en exigeant l'organisation d'élections libres début 2015. Je cite Laurent Fabius, « Actuellement, nous avons 410 hommes. Au fur et à mesure des résolutions de l'ONU, nous allons donner un coup de pouce et surtout dans le domaine logistique, nous allons augmenter la présence française. Et ceci sera fait vraisemblablement d'ici la fin de l'année. » Voilà. Donc en contrepartie de l'aide française, le ministre a réclamé des gages de bonne volonté de la part des autorités centrafricaines de transition pour mener le pays vers une sortie de crise. Alors bon, je me suis quand même demandé pourquoi est-ce que la France est présente en Centrafrique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une crise, la France va envoyer des troupes supplémentaires en Centrafrique, parce qu'ils ne vont pas y aller pour les beaux yeux des Africains, ils ne vont pas y aller pour les droits de l'homme, croyez-moi. Donc si on va voir sur le site internet, notamment sur le site internet de la diplomatie française, tout ce qu'il y a de plus officiel, on s'aperçoit que les Français ont des intérêts là-bas bien sûr. Air France, Bolloré au niveau de la logistique et des transports fluviaux, Castel, boissons et sucres, Total, stockage et distribution de produits pétroliers, CFAO, distribution automobile, France Télécom et aussi Areva qui a signé un accord avec le gouvernement centrafricain le 1er août 2008 pour l'exploitation du gisement d'uranium de Bakouma dans l'est du pays, même si pour le moment le projet est suspendu. Donc voilà un peu les explications de pourquoi la France va envoyer des troupes supplémentaires en Centrafrique. On continue avec la France et l'Afrique puisqu'on va parler de l'impérialisme français avec notamment le groupe Danone qui s'offre 49% du groupe Fan Milk, premier fabricant et distributeur de produits laitiers glacés et de jus en Afrique de l'Ouest. Le groupe français géant mondial des produits laitiers devrait acquérir progressivement le contrôle de l'entreprise. Et puisqu'on parle de l'impérialisme, on va continuer même si ça n'a pas trop à voir avec la France, encore que. Le groupe pétrolier chinois CNPC s'est engagé à investir 150 millions d'euros dans la construction d'infrastructures routières reliant le Niger au Tchad. Ceci étant compris dans l'accord entre le Niger et la Chine pour l'exploitation du champ pétrolier d'Agadem. Le Niger qui négocie aussi une route de plus de 1000 km avec le groupe français Areva pour le renouvellement de l'exploitation des mines d'uranium au Niger. Voilà. On continue et on va parler des députés français qui ont annoncé le lundi 21 octobre renoncer à renforcer la taxe en vigueur sur les transactions financières. Voilà, l'ennemi qui n'a pas de visage, on ne va pas s'y attaquer, ça fait vraiment trop peur. Lors du débat sur la loi de finances 2014, les députés ont renoncé à renforcer la taxe en vigueur sur les transactions financières à la satisfaction du gouvernement qui estime qu'elle pénaliserait la place de Paris. Tout est dit.
L'amendement 240, voté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale le 8 octobre et qui se présente sous la forme d'un article additionnel, a été retiré par le rapporteur de la Commission, le député PS Christian Ecker, qui en était l'auteur. Il étendait le champ d'application de la taxe, de 0,2%, aux transactions dites intraday, c'est-à-dire commencer et déboucler dans la même journée, avec pour but, selon ses partisans, d'augmenter les recettes de l'État et surtout de dissuader les spéculateurs. C'est Bernard Cazeneuve, ministre délégué au budget, qui a été chargé d'étouffer dans l'œuf cette initiative d'améliorer le rendement d'une taxe qui n'a rapporté que 198 millions d'euros entre août 2012, date à laquelle elle est entrée en vigueur, et décembre 2012, quand le montant initialement espéré par le gouvernement était de 1,6 milliard d'euros en année pleine. Mais c'est surtout le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, avec toute la place financière de Paris, ses emplois et ses espoirs sur le retour dans le giron français de la bourse Euronext, espoirs eux-mêmes suspendus à l'intérêt financier que pourraient y voir les grandes banques tricolores, qui sont à l'origine du revirement. Alors entre parenthèses, Pierre Moscovici, qui fait partie de la French American Foundation, en relation avec la banque Lazare, il faut quand même le rappeler, mais je rappellerai encore un peu plus tard cette histoire-là. Pierre Moscovici qui est allé faire un exposé au CFR la semaine dernière, un exposé de 25 minutes environ pour expliquer comment il comptait remettre la France dans le droit chemin. Alors c'est à base de libéralisation, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc voilà, il allait exposer ça au CFR, il allait répondre à quelques questions en étant un petit peu langue de bois sur les bords, même beaucoup. Donc voilà, Pierre Moscovici, on sait qui c'est maintenant. Alors je continue. Christian Ecker, lui, déclare « J'ai retiré l'amendement cette fois, mais pas éternellement. Mais nous y reviendrons s'il n'y a pas d'annonce au niveau européen. » Voilà. Quand on sait qu'il faut un vote à l'unanimité dans l'Union européenne pour prendre une décision, que les Allemands, que les Anglais ne sont déjà pas chauds du tout pour une taxe sur les transactions financières, on peut se dire qu'il n'y aura jamais de taxe sur les transactions financières. Voilà. Donc le trading à haute fréquence a de bons jours devant lui. On continue, on va parler de l'expulsion des clandestins en France qui est en chute libre. Selon un bilan statistique de la police aux frontières, les éloignements sont en baisse de 40% en métropole. On découvre que le rythme moyen d'éloignement des étrangers en situation irrégulière est passé de 100 personnes par jour l'an dernier à 60 personnes par jour pour les 8 premiers mois de l'année, avec un total d'un peu moins de 14 800 éloignements en métropole. Autant dire que les 37 000 éloignements environ réalisés en 2012 sont impossibles à égaliser en 2013. On continue et on va parler de l'espionnage, bien sûr, de la NSA sur la France. Ça, on en a un petit peu entendu parler, quoique les médias n'en ont pas fait leur chou gras quand même. Alors, l'espionnage massif de la NSA, donc, c'était l'année dernière du 10 décembre 2012 au 8 janvier 2013. À ce moment-là, 70,3 millions d'enregistrements de données téléphoniques des Français ont été effectués par la NSA. Donc le monde s'interroge, l'avenir, alors je cite, le monde s'interroge, l'avenir dira peut-être un jour pourquoi Paris est resté si discret par rapport à Berlin ou Rio après les révélations sur les programmes d'espionnage électronique américains dans le monde. Bon écoutez, comme je suis vachement sympathique, je vais aider un petit peu le monde à comprendre pourquoi la France est si discrète par rapport aux Américains. Alors c'est extrêmement simple. Alors, première chose, l'élite française veut absolument mettre en place le traité transatlantique, ça on l'a tous bien compris. Mais deuxième chose, il faut quand même rappeler que François Hollande lui-même fait partie de la French American Foundation. Vous savez, le think tank French American Foundation, j'en ai parlé là juste avant. Donc c'est le think tank, vous savez, qui tend à rapprocher les partis américains et français, vous voyez, pour qu'on soit bien amis et qu'on fasse des bonnes affaires ensemble. Alors il faut quand même rappeler, outre François Hollande, que 5 ministres font partie de la French American Foundation. Pierre Moscovici, Marisol Touraine, Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem et David Kessler. Voilà. Donc à partir de là, on a tout compris. Voilà, j'aide un petit peu le monde parce qu'il semble un petit peu perdu. Voilà pour les infos françaises. On va parler des infos internationales maintenant. On attaque la partie internationale et on va parler d'Arafat puisque la revue britannique Lancet a publié les résultats d'une étude suisse qui confirme la version selon laquelle Arafat aurait été empoisonné au polonium 210, un élément radioactif.
On continue et on va parler du rapport de l'OMS sur l'Irak. Vous vous en souvenez, il y a un mois environ, je vous ai donné l'information comme quoi l'OMS traînait des pieds, rechignait à lâcher ce rapport sur l'Irak et sur les malformations des bébés irakiens supposément dues à l'uranium appauvri. Eh bien l'OMS vient enfin de lâcher ce rapport. Alors, tenez les enfants en dehors de l'écran, hein, s'il vous plaît, et prenez une bassine si vous avez envie de vomir. Hein. Je vous lis la conclusion du rapport. Je cite. Hein. Les taux d'avortement spontané, de mortalité et des malformations congénitales trouvés dans l'étude sont cohérentes ou même inférieures aux estimations internationales. L'étude ne fournit aucune preuve claire d'un taux anormalement élevé de malformations congénitales en Irak. Voilà pour la conclusion du rapport de l'OMS. Alors bon, pendant des années, les médecins en Irak ont souligné un niveau élevé de malformations congénitales. D'autres études ont indiqué une augmentation spectaculaire de la mortalité infantile, de cancer et de leucémie à la suite des bombardements militaires américains. À Fallujah, les médecins sont témoins d'une augmentation sans précédent de malformations cardiaques et une augmentation du nombre de malformations du système nerveux. L'analyse des données avant 2003 par rapport à aujourd'hui a montré que le taux de malformation cardiaque congénitale était de 95 pour 1000 naissances, soit 13 fois le taux observé en Europe. Voilà. Donc à partir de là, on se demande qui finance l'OMS. Hein, c'est une bonne question. Donc l'OMS est financée par des contribuables des États membres et d'autres donneurs. Alors c'est financé apparemment par des gouvernements nationaux à 20%, et par le secteur privé à 80%. Donc voilà, alors l'OMS est financée par des groupes, des ONG, des industries pharmaceutiques, des fondations caritatives telles que la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Rockefeller. Donc voilà, on comprend pourquoi maintenant l'OMS pond un rapport et surtout des conclusions pareilles, c'est quand même scandaleux. On continue, on va parler des drones maintenant, on va faire une petite série sur les drones. On parle du drone iranien pour commencer. La télévision iranienne a montré des essais d'un nouveau drone kamikaze iranien destiné à détruire des cibles fixes et mobiles. Alors, les experts ont noté qu'il était assemblé avec du ruban adhésif. Bon, ça, je ne sais pas si c'est très sérieux. La mise au point d'un nouveau drone a été annoncée en septembre, mais c'est seulement un mois plus tard qu'il a été présenté au public. L'appareil RAAD-85 est commandé à distance et bourré d'explosifs. Selon l'idée de ses concepteurs, il n'attaque pas des cibles avec des missiles, mais il les percute. Voilà. On en parle aussi des drones livreurs en Australie. Ça, c'est un petit peu plus rigolo, même si bon, c'est toujours des drones, mais c'est rigolo. La société Zocal, spécialisée dans la location de livres scolaires, proposera à certains de ses clients de Sydney la possibilité de se faire livrer via les drones de la start-up Filtray. La démarche, qui débutera en mars 2014 dans un rayon de 3 km autour du centre d'affaires de la ville, permettra aux acheteurs d'être livrés en un temps record de quelques minutes seulement. Bon, ça, vivement qu'il y ait plein de drones qui volent comme ça dans les airs. Il y aura peut-être des accidents de drones, ça va être quelque chose de terrible. On continue et on va continuer de parler des drones et on va parler du rapport de l'ONU sur les frappes des drones américains. Alors, un nouveau rapport des Nations Unies indique qu'ils ont recensé 33 attaques de drones menées par la CIA à travers le monde qui ont entraîné la mort de civils, peut-être en violation du droit international. Ce rapport de 22 pages, produit par Ben Emerson, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et de lutte contre le terrorisme, se penche sur ces frappes dans les pays comme le Pakistan, le Yémen, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Somalie et à Gaza. Et il appelle les États-Unis à déclassifier les documents sur les opérations de drones coordonnées par la CIA. Le rapport final ne sera pas, pour le moment, soumis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard, on espère. En tout cas, il appelle les États-Unis à clarifier leur position officielle sur la légalité des frappes aériennes sans pilote, quelque chose dont ils ont réclamé l'illégalité totale, même quand ils ciblent des citoyens américains. Voilà. On continue, on va parler du gaz de schiste maintenant et de l'opposition d'un village roumain à Chevron, le géant américain. Les habitants d'un petit village roumain se sont opposés au géant américain Chevron qui compte débuter l'exploration pour les gaz de schiste. Ils ont empêché les engins de chantier de commencer les travaux. Entre 300 et 400 habitants de la commune de Pugesti, retraités, femmes, enfants, agriculteurs, sont venus avec leurs charrettes, leurs chevaux, se sont rassemblés pour crier leur opposition à Chevron et empêcher l'arrivée d'engins de chantier qui doivent commencer les travaux pour construire une sonde d'exploration dans la localité de Silistea.
Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé le reportage La malédiction du gaz de schiste, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir, c'est disponible je crois sur internet. Alors c'est exactement le même cas de figure, sauf que c'est en Pologne. On voit bien comment les Polonais veulent préserver leur terre, préserver leur patrimoine, et comment d'autres Polonais, à la botte de chevronne, vendent leur pays pour quelques billets. Voilà. Alors même chose aussi en France, je voulais vous la donner plus tard cette information, mais bon, puisqu'on est dans les gaz de schiste, autant continuer là-dessus. C'est en France que ça s'est passé. Des oppositions franc-comtois, rhône-alpin et suisse au forage d'hydrocarbures et gaz de schiste se sont retrouvés le 19 octobre dernier pour défiler à l'occasion de la 2e journée internationale contre la fracturation hydraulique. Donc les élus, les représentants de dizaines de collectifs étaient présents et aussi des simples citoyens. Ils étaient entre 1500 et 2500 brandissant des banderoles afin de montrer combien ils tiennent à la préservation de leur territoire. Donc c'est bien que ces citoyens de l'Europe entière, j'allais dire de France, mais de Roumanie et de Pologne, continuent de s'opposer au gaz de schiste, parce que dans les coulisses, croyez-moi, les lobbyistes continuent de pousser très très fort. Suivez mon regard. On continue et on va parler maintenant des manifestations. Pour terminer ces infos internationales, on va parler des manifestations qui sont déroulées au Portugal et en Italie, des manifestations contre l'austérité. Des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés au Portugal et en Italie samedi dernier afin de protester contre les nouvelles mesures d'austérité annoncées par leur gouvernement afin de maîtriser les déficits publics. Quelques 70 000 personnes, selon les syndicats, 50 000 selon les autorités, ont protesté à Rome, où un important dispositif policier était déployé de crainte d'incidents. Et ce qu'on craignait est advenu, hein, bien sûr, puisque des heurts ont opposé une centaine de manifestants cagoulés à la police autour du ministère italien des Finances. Au Portugal, les manifestants ont défilé sur les ponts des 2 principales villes du pays, à Lisbonne et à Porto. À Porto, la capitale du nord du pays, ils étaient entre 50 000 et 60 000 selon les organisateurs, mais 25 000 selon la police. Voilà, c'est terminé pour les infos internationales. On va parler de santé-environnement maintenant. On attaque la partie santé-environnement maintenant et on va démarrer avec la disparition de plusieurs espèces de poissons dans les 5 ans à venir en Méditerranée à cause de la pollution. Alors ça, c'est le Comité national des pêcheurs en Algérie qui souligne que 11 espèces de poissons sont en voie d'extinction dans les 5 années à venir à cause de la pollution de la mer Méditerranée. Les poissons concernés par ces disparitions sont la sardine, le merlan, la dorade, la crevette, la sépia, le rouget et plus. On continue, on va parler de la pollution de l'air qui coûte cher au système de santé français. Les asthmes, les bronchites, les cancers, la pollution de l'air coûte de 0,7 à 1,7 milliard d'euros par an au système de soins en France, selon un document daté d'octobre du Commissariat général au développement durable. L'asthme, avec entre 400 000 et 1 400 000 cas nouveaux par an, est attribuable à la pollution, et l'exposition chronique est globalement la plus préjudiciable en termes d'impact sanitaire, avec un coût total situé entre 335 000 et 1,1 milliard d'euros. Suivent les bronchites aiguës, 950 000 nouveaux cas, les bronchites chroniques, 134 000 nouveaux cas, les bronchites pneumopathie chronique obstructive, entre 26 000 et 39 500 cas. Le Commissariat général au développement durable compte également les nombreuses hospitalisations pour traiter des difficultés respiratoires, circulatoires ou cardiaques, 33 500 cas. Le nombre de cancers des voies respiratoires est lui beaucoup moins important, avec entre 1684 et 4400 nouveaux malades par an. Mais le coût total reste élevé, alors entre 53 millions et 138 millions d'euros, compte tenu des coûts de protocole de soins et des longues durées d'arrêt de travail du patient. On continue et on va parler des nuggets de poulet qui contiendraient moins de 50% de viande. Alors ça, c'est un article publié dans American Journal of Medicine qui révèle le contenu de 2 nuggets provenant de chaînes de fast-food américains. Le premier nugget contenait 50% de tissu musculaire, comme du blanc ou de la cuisse. Le reste correspondait à des graisses, des vaisseaux sanguins, des nerfs, des cellules épithéliales de la peau ou d'organes internes. Dans le deuxième nugget, il n'y avait que 40% de viande. Pour le reste, c'était de la graisse, du cartilage et des os. On continue et on va parler de la centrale de Paluel, puisque un incendie s'est déclaré le 21 octobre dernier dans la salle des machines. C'est dans la partie non nucléaire au niveau de l'unité de production 1.
relate EDF, un incendie sur la toiture, vraisemblablement des étincelles lors de travaux de soudure qui a été rapidement maîtrisé. Enfin, c'est quand même une information qu'on aime bien savoir. Hein. Tout ce qui touche les centrales nucléaires en France, on aime bien savoir ce qui se passe quand même, parce que c'est quand même important. Hein. Un plan d'urgence interne a néanmoins été mis en place, mais il n'y a pas de victimes et l'unité de production est restée en fonctionnement. C'est ce qu'estime le service de communication d'EDF. Alors la centrale de Paluel est la première à bénéficier du grand carénage du parc nucléaire français. Alors grand carénage, c'est l'expression utilisée pour qualifier les travaux effectués afin de prolonger la durée de vie des réacteurs. Au total, c'est un plan de 50 milliards d'euros qui sera lancé afin de mettre les centrales aux nouvelles normes de sûreté nucléaire établies à la suite de la catastrophe de Fukushima. Ces opérations de maintenance à grande échelle ont pour objectif final de prolonger à 60 ans la durée de vie des centrales françaises. À Paluel, les travaux se dérouleront de 2015 à 2018. On termine avec une information à propos des laits et des lingettes pour bébés. Alors ça, c'est une information que choisir. Au vu des derniers résultats accablants de son test labo sur les lingettes et les laits de toilette utilisés pour les bébés, l'UFC Que Choisir presse les autorités européennes de renforcer le cadre réglementaire et, dans cette attente, exige des fabricants qu'ils mettent un terme à leurs pratiques irresponsables en retirant les nombreuses substances dangereuses trouvées dans leurs produits. 94% des produits testés sont potentiellement nocifs. Des allergènes ont été trouvés en quantité significative dans 12 lingettes et 2 laits de toilette, avec un record pour les lingettes Eco de Nati qui en contiennent 700 fois plus que les concurrents les moins chargés. Le xénoxyéthanol, un conservateur aux effets toxiques pour le foie et suspecté pour le système reproducteur et le développement, est présent dans pas moins de 14 lingettes, par exemple Mixa, Pampers, Carrefour Baby, et 3 laits de toilette, par exemple Mixa Bébé, et enfin 6 lingettes, par exemple Carrefour Baby, Top Budget Intermarché, qui contiennent des parabènes à longue chaîne, des conservateurs suspectés d'être des perturbateurs endocriniens interférant avec le système hormonal. Au final, seuls 2 produits sur 34 sont exempts de substances recherchées. Les lingettes naturales Caresse de bébé Cadom et le lait de toilette Natessence. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie tous encore de m'envoyer des informations tout au long de la semaine. J'en ai de plus en plus, donc merci à vous. Je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est un jour férié, je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais croyez-moi que je vous mettrai en ligne une interview sur laquelle je travaille depuis près de 3 mois et je pense que ça va faire du bruit. Rendez-vous dans 2 semaines donc pour les infos dont on parle peu. Restez bien informés. Merci de continuer de soutenir Info Libre, c'est-à-dire Olive et moi qui travaillons très fort pour faire évoluer ce site internet. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao!